Bonjour, aujourd'hui on va voir les formes de Hankel. Alors, il s'agit de formes quadratiques réelles qui vont pouvoir donner des renseignements sur les racines d'un polynôme de degré n à coefficient dans R. Comme développement, c'est intéressant parce que bon, il y a des formes quadratiques, il y a de la dualité et il y a évidemment des polynômes et leurs racines. Bien. Alors, bon, là, ce que je veux dire, c'est que il y a deux moyens d'introduire ces formes, un moyen naturel et un moyen un peu, on va dire, parachuté, hein, en ces lendemains de législative. On va partir de l'espace E des polynômes réels de degré inférieur ou égal à n-1, et dessus, on va introduire la forme Rs égale à la somme, pour k égale 1 à n, des R de alpha k, S de alpha k. Voilà. Pour toutes les racines, on compte leur multiplicité. Hein, voilà. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que cette forme, elle est linéaire à gauche, linéaire à droite et symétrique. Mais, attention, E est un espace vectoriel réel. Rs doit être à valeur dans R. Il faut que ce soit une forme dans R. C'est ça une forme. Hein. Normalement, si c'est un K espace vectoriel, ben, ça doit aller dans K. Et pas dans C, là, ici. Donc, est-ce que c'est bien sur R? Donc, il faut vérifier que Rs bar est égal à Rs, qui va assurer hein, que ce nombre-là, qui est a priori complexe, est a posteriori réel. Bien. Alors pourquoi? Oui, parce que comme le polynôme P est réel, ça assure que si alpha k est racine, alors alpha k bar est aussi racine avec la même multiplicité. Bon, c'est ça. Donc, du coup, cette somme va être stable par bar. Et donc, ça va bien être sur R. Ça vient du fait que P, donc, est un coefficient dans R. Alors, dans la littérature, ces formes, qu'on appelle formes de Hankel, qui dépendent du polynôme P, hein, on devrait l'appeler indice P, hein, si on devait être rigoureux. Donc ces formes qu'on appelle formes de Hankel associées à P, eh bien, sont présentées, alors je dirais dans la littérature, on le voit dans OroX-CNS en tout cas, et puis aussi dans carnet de voyage en algébrie, sont présentées de la manière suivante. On introduit Sm, les sommes de Newton, somme de k égale 1 à n de alpha k puissance m. On sait que ça s'écrit de façon polynomiale en les coefficients de P, et avec des coefficients dans Z. Voilà, parce que Sm, c'est tout simplement un polynôme symétrique des racines à coefficient dans Z. Et on introduit, en fait, la matrice qu'on va appeler H comme Hankel, égale à S, I plus J. Attention, I et J vont de 0 à n-1 et non pas de 1 à n comme d'habitude. Voilà. Alors pourquoi on fait ça et quel est le rapport? Alors, vous voyez que ça, de cette manière, c'est un peu artificiel, c'est un peu parachuté. La forme de Hankel est beaucoup plus à son aise dans l'espace des polynômes. Alors, pourquoi c'est parachuté comme ça? En fait, si on regarde ici la forme et qu'on veut regarder la matrice de cette forme bilinéaire dans la base canonique de E, hein, la base des monômes, alors il faudrait regarder xi, xj, et xi, xj, donc ça fait une somme de k égale 1 à n de alpha k puissance i, alpha k puissance j, donc alpha k puissance i plus j, et donc ça fait une somme ici avec m égale i plus j, et c'est pour ça qu'on utilise cette matrice-là. Voilà, alors comme on est sur une forme quadratique réelle, on va s'intéresser évidemment à sa signature. Regardons la forme quadratique elle-même, c'est la forme bilinéaire sur R et R, et c'est la somme de k égale 1 à n de R de alpha k au carré. Alors déjà, on sait que c'est important les formes quadratiques positives, et on a envie de dire que ça c'est positif. Attention, non, c'est pas positif. Par exemple, si vous prenez P égale x2 plus 1,
vous allez avoir que x, la forme quadratique sur x, donc x, ça va être i carré plus moins i carré, et donc ça va faire moins 2. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours positif. En revanche, si les alpha k sont tous réels, alors là, c'est positif. Donc on va attaquer par ce biais-là. Regardons le cas où les alpha k sont tous réels. Dans ce cas-là, on voit que la forme est positive. D'accord ? Voilà, tout ça, c'est positif si les alpha k sont tous réels. Maintenant, est-ce que c'est défini positif? Alors, regardez, hein, c'est quand même assez élégant. Si les alpha k, eux, sont 2 à 2 distincts, alors c'est bien défini positif. Puisque R égale 0, ça va impliquer que R de alpha k, puisque ça c'est une somme de positifs qui va être nulle, R de alpha k va être nul quel que soit k allant de 1 à n, d'accord? Donc R, qui est de degré inférieur ou égal à n-1, possède au moins n racines, donc R est nul. Voilà. Donc c'est bien défini positif, et on se rend compte que donc, la positivité est liée au fait que les racines sont réelles, et que la définie positivité est liée au fait qu'il n'y a pas de multiplicité. Alors maintenant, regardons. On va continuer dans l'hypothèse des alpha k 2 à 2 distincts et regardons une base orthonormée naturelle. Puisque les alpha k sont réels, on peut dire que f alpha k de R est bien réel, d'accord? Pour tout polynôme réel, d'accord? Quand on va l'évaluer. Donc f alpha k est bien une forme linéaire sur E. Vous voyez, vérifiez bien que ça va bien dans R, parce que si alpha k est complexe, c'est plus une forme linéaire sur l'espace vectoriel réel E. Donc ici, on a une somme de formes linéaires au carré. Ah, alors ça nous dit quelque chose, ça. Oui, parce que si ce sont des formes indépendantes, alors on va pouvoir dire des choses sur la forme quadratique. Est-ce qu'elles sont indépendantes? Ça, on le sait. Si les alpha k sont 2 à 2 distincts, alors il y a quelque chose, d'ailleurs vous pouvez le voir dans un des premiers exercices de carnet de voyage en algébrie, c'est que les évaluations en alpha k forment une base de E étoile, du dual, ici, dont la base duale, ou antéduale selon vos préférences, donc en tout cas la base qui correspond dans E, dont c'est la base duale, ce sont les polynômes interpolateurs de Lagrange Li qui valent tel que Li de alpha j égale delta ij. Donc ça vaut 1 si j égale i et 0 si non. Donc ça, on sait qu'il existe des polynômes interpolateurs de Lagrange qui sont tous d'ailleurs de degré pile n-1, ils sont bien définis de façon unique. Bien. Eh bien, regardez ce que donne LS-LT, évidemment, donc ça c'est normal, c'est déjà d'ailleurs dans cette formule-là, LS-LT, c'est la somme pour k égale 1 à n de LS de alpha k, LT de alpha k, et donc ça, ça fait cette somme-là, évidemment, d'après ça, et il n'y a qu'une seule possibilité pour ne pas avoir 0 dans cette somme, c'est si k égale S et k égale T. Mais dans ce cas-là, il faudrait que S soit égal à T. Donc ça, c'est égal à delta ST. Ce qui fait que lorsque les alpha k sont 2 à 2 distincts réels, on a une forme bilinéaire symétrique définie positive avec une base orthonormée, c'est la base des LI. Voilà, qui nous vient directement finalement de cette formule et que les évaluations sont à valeur réelle et forment une base. Voilà. Bon, alors maintenant, alpha k vont être supposés réels, encore une fois, mais avec une multiplicité mk. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ce cas-là, R, d'après cette formule, ça va être la somme pour k égale 1 à t. Alors, je vais juste garder k de 1 à t
hein, les réels distincts, d'accord? Et t est inférieur ou égal, évidemment, à n. Donc, j'ai somme de k égale 1 à t de mk r de alpha k carré. Donc, où j'ai choisi, hein, j'ai extrait de ces alphas-là, juste j'ai supposé que les t premiers étaient 2 A2 distincts et les autres correspondent aux multiplicités. Donc, il s'agit d'une combinaison linéaire de formes linéaires, hein, je vous rappelle que c'est bien des formes linéaires parce que les alpha k sont réels, au carré, et comme les alpha k, k de 1 à t ont été choisis distincts, les évaluations sont linéairement indépendantes, alors on sait dans ce cas-là, hein, qu'on a mis ça sous une forme qui nous donne directement la signature sur R. Donc la signature, bah, on le voit, c'est directement, donc on peut déjà conclure que si les alpha k sont dans R, la signature c'est T0. Il y a T éléments, ça c'est strictement positif par définition, les multiplicités sont évidemment strictement positives, hein, voilà. Donc c'est T0. Maintenant, on peut donc remarquer que le rang c'est T et dire un petit peu plus sur le noyau. Si je regarde les NJ, ici c'est XJ facteur de ce polynôme-là, donc c'est le produit des x moins alpha i allant de 1 à t, donc ça c'est un polynôme qui est scindé simple sur R. Alors c'est facile de voir que, alors attention, hein, il faut que ça appartienne à E. Donc d'abord, NJ est réel, d'accord, bon, parce que les alpha i sont réels, et puis ça appartient à E si je prends J entre 0 et n-1 moins t, de sorte à ce que ça soit de degré inférieur ou égal à n-1. D'ailleurs, si vous remarquez que si toutes les racines sont distinctes, donc si t égale n, alors il n'y a pas de nj. Hein, j appartient, il parcourt l'ensemble vide en quelque sorte. Mais nj est dans le noyau de la forme, puisque nj de alpha k est toujours égal à 0, donc quel que soit s, njs va être égal à 0. Ça va être une somme de nuls. Mais maintenant, comme c'est une famille échelonnée, c'est une partie libre, c'est une partie libre qui possède n-t éléments. Or, comme le rang c'est t, le noyau, hein, comme on est en dimension n, le noyau est de dimension n-t, et donc on a une partie libre à n-t éléments, on a donc égalité, hein, l'inclusion devient une égalité ici avec le noyau. Donc on se rend compte que si on appelle Q ce polynôme, donc Q, c'est quoi? C'est le polynôme P mais sans multiplicité. On dit c'est aussi P divisé par le PGCD de P', en quelque sorte, à n près. Eh bien, si on appelle Q ce polynôme-là, eh bien le noyau, ce sont les multiples de Q qui appartiennent à E, évidemment. C'est pour ça qu'on a dû limiter ici le degré. Voilà. Alors maintenant, il est temps de regarder le cas où les alpha K ne sont pas tous réels.